Thème 2. Enjeux contemporains de la planète. Dans ce chapitre, on va s'intéresser aux services multiples que les écosystèmes apportent à l'homme et à la gestion que l'homme fait de ces écosystèmes. Les humains forment une espèce parmi les autres au sein des écosystèmes. Dans les réseaux trophiques, ils occupent la place de consommateurs secondaires. Au sein des écosystèmes, les humains établissent donc des interactions biotiques avec les autres espèces, telles que le commensalisme. L'action de l'homme peut être favorable à une espèce tout en restant neutre pour lui. Il établit des relations de parasitisme. Lorsque l'on abrite des poux sur sa tête, on apporte de la nourriture à ce parasite. L'homme n'a pas beaucoup de prédateurs, mais le moustique en est un. Depuis des millénaires, il domestique les animaux. Il vit en symbiose avec les micro-organismes qui se trouvent sur sa peau ou dans son intestin. On parle de microbiote, mais dans presque tous les cas, il est surtout en forte compétition pour les ressources, avec l'ensemble des êtres vivants qui l'entourent, et dans la plupart du temps, c'est lui qui gagne. L'homme a une action très importante sur les écosystèmes, il les modèle et les transforme, de façon à en tirer un maximum de bénéfices. Il exploite directement les ressources, par exemple les ressources forestières, ou bien les ressources du sol de façon directe pour la culture ou de façon indirecte pour l'élevage. Il exploite les ressources naturelles par la pêche ou la chasse. Les activités humaines peuvent modifier le biotope local. Par exemple, la déforestation qui met à nu le sol, l'érosion des sols, la construction de routes ou de bâtiments qui font disparaître les espèces, le détournement des cours d'eau pour construire des canaux d'irrigation, des barrages, l'assèchement des marais, la pollution. Ici, un exemple de carrière d'extraction du lithium. Ces modifications locales des biotopes peuvent aboutir à des modifications beaucoup plus globales. Par exemple, les pollutions locales de l'eau peuvent aboutir à des pollutions beaucoup plus globales à l'échelle d'une région entière lorsque les polluants s'infiltrent dans les nappes phréatiques et contaminent tous les écosystèmes aquatiques. On peut assister aussi à des modifications globales du climat au niveau de régions entières, lors de la construction de barrages, par exemple, qui modifient le cycle de l'eau. Et on assiste même, par l'accumulation de modifications des écosystèmes, à une modification généralisée, globale, à l'échelle de la planète, du climat. Les actions humaines modifient aussi les biocénoses, comme par exemple avec l'introduction d'espèces invasives. Les espèces exotiques envahissantes sont des animaux ou des végétaux ou d'autres organismes qui sont introduits par l'homme dans des zones se situant hors de l'aire naturelle de distribution de ces espèces. Elles s'installent, se propagent et peuvent avoir de graves conséquences sur les écosystèmes et les espèces indigènes. On considère que ces espèces invasives sont la deuxième cause d'extinction des espèces au niveau mondial, après la destruction des habitats. Les monocultures dans l'agriculture, en appauvrissant la biodiversité, aboutissent aussi à une modification des biocénoses. Ainsi, les activités humaines ont souvent un impact négatif sur les écosystèmes. Depuis le début du XXe siècle, on assiste à une perte mondiale de biodiversité,
40% des espèces vivantes ont déjà disparu. Beaucoup de scientifiques considèrent qu'il s'agit là de la 6e crise, que l'on qualifie de crise anthropique, car elle est entièrement due à l'homme. L'exploitation des ressources des écosystèmes aboutit à une diminution de la production de biomasse utilisable par les humains. La pêche industrielle, par exemple, contribue à diminuer les stocks de poissons en dessous des seuils de renouvellement et impacte de nombreuses espèces non consommables qui sont ramassées dans les chaluts, qui meurent dans les chaluts et qui ensuite sont rejetées dans l'eau où elles pourrissent et ne peuvent plus être consommées dans les chaînes alimentaires. La pollution par les plastiques impacte la majorité des écosystèmes. Vous savez que l'on parle même d'un continent de plastique flottant dans les océans. Cet impact peut aussi aboutir à l'émergence de maladies qui vont là toucher directement les êtres humains. Des maladies liées soit à des espèces invasives comme le moustique tigre, qui apporte le chikungunya, la dengue ou le Zika. Vous voyez ici, ces maladies sont présentes en France et sont arrivées une dizaine d'années après l'importation de ce moustique tigre sur notre territoire, alors que le moustique tigre est une espèce tropicale. Il a voyagé par avion avec les transports aériens. Et le chikungunya, la dengue ou le Zika sont des fièvres tropicales. L'émergence de ces maladies peut aussi être liée au déséquilibre des écosystèmes. Lorsqu'un écosystème est détruit ou endommagé, les espèces qui y vivent souvent quittent cet écosystème, se déplacent pour trouver un autre habitat. Lorsqu'elles sont porteuses d'une maladie, cette maladie, le microbe qui était présent dans ces êtres vivants, restait dans l'écosystème d'origine, mais avec le départ des êtres vivants porteurs, il va sortir de l'écosystème et pourra arriver jusqu'à l'être humain. On comprend donc que l'espèce humaine prend une place considérable dans l'écosystème mondial et qu'elle entre en compétition avec une majorité d'espèces. Pourtant, les humains tirent profit de nombreuses fonctions qui sont assurées gratuitement par les écosystèmes. C'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Parmi les services écosystémiques, on distingue les services écosystémiques d'approvisionnement, avec la production de bois, la pollinisation réalisée gratuitement par les insectes pollinisateurs et plus généralement les animaux pollinisateurs, et qui permettent à l'homme de produire des fruits et des légumes. Les décomposeurs du sol, qui dégradent la matière organique en matière minérale et donc ramènent dans le sol de la matière minérale, c'est de l'engrais naturel. Et même la production de molécules médicinales. Par exemple, on peut tirer de l'if une molécule qui s'appelle le Taxol et qui est un médicament anticancéreux qu'on utilise en chimiothérapie, et puis bien évidemment tous les nombreux antibiotiques que l'on tire des végétaux. Les écosystèmes apportent aussi des services de régulation, comme par exemple la dépollution de l'air grâce aux végétaux des forêts, la dépollution de l'eau grâce au sol qui filtre l'eau qui tombe sur le sol, l'eau qui arrive ensuite dans les nappes phréatiques est propre, la lutte contre l'érosion grâce aux racines des végétaux, et même on va retrouver nos amis les vers de terre qui permettent, grâce à l'aération du sol, de lutter contre des bactéries anaérobies qui se développent dans le sol en absence de dioxygène, qui sont mauvaises pour l'environnement et qui disparaissent lorsque le sol est bien aéré, car pour elles, le dioxygène est un toxique. Les écosystèmes apportent aussi des services culturels et patrimoniaux. Ils peuvent être une source de loisirs. Ils représentent par ailleurs un patrimoine de la biosphère.
On trouve dans les écosystèmes des arbres centenaires, voire millénaires. Ce petit arbre tout rabougri, qui ne mesure pas plus de 4 mètres de haut, est âgé de 9550 ans. C'est le Yoda des arbres. Les forêts primaires, quant à elles, abritent une grande biodiversité, végétale mais aussi animale, et beaucoup de ces espèces sont encore inconnues. Elles représentent une ressource vitale pour la découverte de nouveaux médicaments. Dans l'Union européenne, elles sont en théorie protégées et elles ne doivent pas être exploitées, et encore moins bien sûr déforestées. La santé et la prospérité de l'espèce humaine dépendent de la santé et de la prospérité des écosystèmes qu'elle occupe. Il est donc impératif d'inscrire la gestion de ces écosystèmes dans le développement durable. Cette exploitation durable passe par une gestion rationnelle des ressources exploitables, comme par exemple la mise en place de quotas de pêche ou de quotas d'exploitation des forêts. Cela passe aussi par une préservation des services écosystémiques, c'est-à-dire la préservation de la biodiversité et la réduction des intrants. L'agriculture biologique s'inscrit dans cette préservation. La permaculture vise à créer des écosystèmes équilibrés, durables et résilients. C'est une catégorie d'agriculture biologique. Elle prend en compte la biodiversité des systèmes. Chaque être vivant planté occupe la place qui lui est la plus favorable, ce qui permet au jardinier d'optimiser toutes les ressources. Donc par exemple, vous voyez que dans ce jardin qui paraît tout enfoui, le jardinier a planté des fleurs. Les fleurs vont attirer les abeilles qui vont polliniser les fleurs mais aussi les légumes. Sous les feuilles de ce gros chou, qui préserve l'humidité du sol, le jardinier a planté du basilic, qui est une plante très gourmande en eau. On peut aussi diversifier les sources nutritives, par exemple utiliser des protéines produites à partir d'insectes, qui demandent peu de place par rapport à un élevage de bovins, par exemple. Exploiter de façon durable les écosystèmes, c'est aussi maintenir l'activité économique. On peut résumer tous les aspects du développement durable dans un schéma. Une part écologique, qui doit être vivable et viable. Une part économique, qui doit bien sûr être viable, les entreprises doivent perdurer et équitables. Et une part sociale, où on retrouve la notion d'équitable et la notion de vivable. Le tout s'inscrivant donc dans la pérennité et la durabilité. La préservation des services écosystémiques fait appel à l'ingénierie écologique, qui est l'ensemble des techniques visant à manipuler, modifier, exploiter ou réparer les écosystèmes. Elle est centrée sur l'emploi du vivant comme outil et sur la résilience des écosystèmes. Elle repose sur plusieurs stratégies. D'abord, la restauration ou la compensation écologique, qui vise à réparer les écosystèmes endommagés. J'ai choisi de vous présenter un exemple local, la rivière de mon village, le Formant. Voici le Formant avant restauration. Le lit de la rivière est très bas et il y a des ouvrages en béton. Alors bien sûr, les travaux ont nécessité un investissement financier, mais le résultat en valait la peine puisque voici la rivière après restauration. En plus de l'évacuation du béton et de la restauration de la profondeur du lit de la rivière, 25 espèces d'arbres et d'arbustes ont été replantées et 17 espèces de graminées et de légumineuses. Dans les exploitations agricoles, sur les versants, surtout, on peut restaurer les haies, car les racines des haies protègent les sols de l'érosion, permettent d'optimiser l'absorption des minéraux dans le sol, permettent une meilleure absorption de l'eau de pluie et ainsi limitent les risques d'inondation. La restauration d'un écosystème, c'est aussi éliminer les espèces invasives, comme ici les jacinthes d'eau. On peut aussi restaurer l'écosystème sans recréer l'écosystème dans son état originel. Dans cet exemple, on ne pouvait pas supprimer les routes. Mais il a été possible de retrouver la surface initiale en agrandissant certaines zones et de recréer les liens entre les êtres vivants de l'écosystème en créant des tunnels qui passent sous la voirie. L'ingénierie écologique
C'est aussi la réhabilitation, où biocénose et biotope sont rétablis en intégralité. Mais c'est quand même assez rare, au point que je n'ai pas pu trouver d'exemple pour illustrer ce mécanisme. Et pour finir, l'ingénierie écologique peut consister en la réaffectation d'un écosystème dégradé. Lorsque l'écosystème est trop dégradé pour être réhabilité, il peut être transformé en un nouvel écosystème. Ici, les anciennes carrières de granulats ont été remplacées pour laisser place à des bois, des prairies et des plans d'eau. Il s'agit donc d'un nouvel écosystème qui n'existait pas auparavant. L'ingénierie écologique dispose de nombreux outils. Par exemple, les parcs zoologiques permettent la conservation des espèces en danger. Quand c'est possible, les animaux sont reproduits et réintroduits dans leur milieu naturel. Partout dans le monde, de vastes zones sont protégées sous la forme de parcs naturels. Donc il en existe de nombreux en France, y compris dans l'outre-mer, en Guadeloupe et en Guyane. Par ailleurs, officiellement, la production d'OGM vise à préserver les écosystèmes en produisant des individus plus aptes à résister aux modifications de l'environnement. C'est un peu une question de point de vue. Dans le même esprit de conservation que les parcs zoologiques, des banques de graines ont été construites partout dans le monde. Cependant, d'une part, elles ne concernent que les plantes à fleurs et non l'ensemble des végétaux. D'autre part, environ 5000 espèces sont conservées, alors que la biosphère compterait au moins 400 000 espèces végétales. En résumé, les impacts des activités de l'homme sur les écosystèmes sont plutôt négatifs, avec une surexploitation des ressources, la pollution, la destruction des habitats et l'introduction d'espèces invasives qui aboutissent à une diminution de la biodiversité. Mais ces impacts négatifs ne sont pas non plus sans conséquences sur l'homme, puisque la diminution des ressources aboutit à une diminution des ressources trophiques pour l'humanité. La modification des habitats aboutit au développement de maladies et la pollution de l'eau et de l'air touche les animaux mais touche aussi les humains. Actuellement, les actions négatives l'emportent, mais de nombreuses prises de conscience, que ce soit climatique ou pour la cause animale, émergent et poussent les gouvernements et les individus à trouver des solutions pour réduire leurs impacts.